8 mai. Le groupe aéronaval américain, dirigé par l'USS George H.W. Bush, a sécurisé le golfe d'Oman. Parmi les dizaines de navires à l'arrêt, 2 se distinguent des autres, alors qu'ils avancent lentement, mais sûrement vers un port iranien voisin. Ce sont les pétroliers battant pavillon iranien, le MT, MTC Star 3 et MTC Sevda, qui sont tous deux actuellement en violation directe des règles strictes de la marine américaine. Blocus du détroit d'Ormuz. Cela fait plus de 3 semaines que ce blocus a été annoncé. Chaque capitaine de navire commercial traversant la zone connaît désormais les règles du détroit, ainsi que l'importance de s'y conformer. S'ils ne le font pas, des navires de guerre américains attendent, destroyers immobiles et avions de chasse patrouillant dans les nuages. Chaque capitaine dans la région sait que la menace est bien réelle. Mais le MTC Star 3 et le Sevda ne s'arrêtent pas. Ils continuent vers leur destination tandis qu'un chasseur américain FA-18 Super Hornet tourne au-dessus d'eux. L'ordre vient du commandement central des États-Unis. CENTCOM. Les pétroliers iraniens doivent être neutralisés immédiatement. Neutralisés, mais pas détruits. C'est une distinction importante. Ce n'est pas que les États-Unis ne soient pas capables de faire exploser ces navires ou de les envoyer par le fond. Ce ne sont pas des navires de guerre ennemis, mais des pétroliers commerciaux avec équipage qui font leur travail et obéissent aux ordres. Les États-Unis n'ont pas besoin de massacrer des civils ou de couler des navires pour faire passer un message, mais ils ne peuvent pas permettre que cela continue. En quelques minutes, le FA-18 descend vers le premier des 2 navires, prêt à lancer une frappe avec une précision chirurgicale. La salle des machines est très blindée. Le pilote doit donc accéder directement au système de propulsion sans passer par l'extérieur. Sa cible est un tuyau d'échappement de 2 mètres de large. S'approchant de la cible, le pilote du Super Hornet verrouille son système de ciblage et prépare sa bombe guidée par laser très précise. La marine ne voulait pas prendre un risque aussi grand, mais elle y a été contrainte. Exactement 10 semaines plus tôt, le 28 février, les États-Unis et Israël se sont engagés dans une guerre directe avec l'Iran, ce qui a entraîné l'assassinat du guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, une grande partie de l'armée iranienne a été anéantie, et avec peu d'options restantes, le pays a choisi de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies navigables les plus vitales au monde, par laquelle transite 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Des milliers de navires ont été bloqués, et le prix du pétrole a flambé, tandis que les États-Unis ont tenté plusieurs stratégies pour briser le blocus et rouvrir le détroit. La situation a changé le 12 avril quand le vice-président américain J.D. Vance a annoncé l'échec des pourparlers de paix prévus au Pakistan entre les forces américaines et iraniennes, sans accord trouvé, ce qui est une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis. Plus tard ce jour-là, le président Donald Trump a expliqué les conséquences pour l'Iran, annonçant que les forces américaines contrôlaient désormais le détroit d'Ormuz. Il a précisé que les États-Unis commenceraient à détruire les mines iraniennes dans le détroit. Le lendemain, son plan a été exécuté. Le CENTCOM a indiqué que tout navire entrant dans des ports ou zones côtières iraniennes, ou en sortant, serait arrêté, tandis que les autres pouvaient reprendre librement leur trajet vers, et depuis n'importe quel port non iranien de la région. Organiser un blocus dans un détroit influent et très disputé n'est pas simple, et les États-Unis n'ont pas hésité à y consacrer d'importants moyens. Ils ont mobilisé des milliers de soldats, des centaines d'avions, et plus d'une douzaine de grands navires de guerre. Un tel déploiement de force aurait dû suffire à effrayer tout capitaine ou commandant à l'idée de défier les ordres américains. Mais rapidement, les premiers actes de défi sont apparus. Malgré l'immense complexité d'établir et de faire respecter un blocus dans le détroit d'Ormuz, la façon dont cela fonctionnait en pratique est assez simple. Les États-Unis surveillent les voies navigables avec leurs avions et navires pour détecter les infractions. En cas de repérage, un avertissement est envoyé. Ils devraient donc se conformer à cet avertissement, sans autre mesure nécessaire. C'est exactement ce qui s'est passé au début, lorsque les forces américaines ont intercepté et détourné des dizaines de navires, stoppant ainsi l'acheminement de dizaines de millions de barils de pétrole iranien. Mais le 19 avril, seulement une semaine après l'annonce de Trump, le blocus a subi sa première grande épreuve. Le MV Tuska est aperçu se dirigeant droit vers la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas. C'est un porte-conteneur de type Panamax, avec un tonnage total de plus de 66 000 tonnes et une longueur de plus de 960 pieds. C'est une véritable bête des mers, capable de transporter d'énormes quantités de marchandises à travers le monde.
En apercevant ce vaste navire défiant directement son blocus, les États-Unis commencent à appliquer leurs procédures établies. Le destroyer lance-missile, l'USS Spruance, est envoyé pour intercepter le Tuskar et lui adresser un avertissement clair, l'exhortant à cesser son voyage et à changer de cap immédiatement. Il refuse. Pendant 6 heures, le destroyer de la marine a continué de suivre le Tuskar, diffusant à plusieurs reprises des avertissements par radio de passerelle à passerelle et tirant même des coups de semonce devant la proue du navire. Pourtant, le capitaine du Tuskar a refusé d'obéir, mettant en danger sa vie, celle de son équipage et de son navire. Les heures passent, mais rien ne change. 6 heures, c'est long en mer, et même si les cargos comme le Tuskar avancent lentement, ils avancent tout de même, se rapprochant de leur destination à chaque instant qui passe. Les États-Unis ne peuvent attendre indéfiniment. Ce face-à-face ne peut durer. Ainsi, après 6 longues heures d'échanges fastidieux sans aucun résultat positif, l'ordre vient du commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper. Le Spruance a l'autorisation de tirer pour neutraliser le navire iranien Tuskar. Un nouveau message des Américains arrive. Cette fois, c'est un ordre, pas un avertissement. Toute personne dans la salle des machines du Tuskar doit évacuer immédiatement sous peine de mort. Peu après, le destroyer américain a tiré avec son canon principal, Mark 45, mode 4, de 5 pouces. Le navire a effectué une frappe d'une précision extrême, presque comme un tireur d'élite, directement sur la salle des machines du Tuskar. 9 obus, c'est tout ce qu'il a fallu. Des obus de 5 pouces ont traversé la coque en acier, pénétré la salle des machines et détruit les systèmes de propulsion. En quelques secondes, le Tuskar s'est arrêté net. Il avait été averti, il n'avait pas écouté, et il en a payé le prix. 30 minutes plus tard, des Marines américains de la 31e unité expéditionnaire des Marines, en MEE, ont été héliportés jusqu'au navire. Profitant de leurs années d'entraînement, ils exécutèrent une opération d'approche rapide et efficace, prenant le contrôle du navire. Les États-Unis ont démontré en un seul acte leur volonté et capacité à faire respecter efficacement leur blocus. Non pas par des bombardements ou des frappes de missiles, mais par des attaques d'une précision remarquable qui paralysent même les plus grands cargos. En un clin d'œil, il ne s'agit plus seulement d'une simple guerre de mots, mais d'actions réelles et percutantes. Reste à voir si le capitaine iranien apprendra de l'exemple du Tuskar ou poursuivra ses tentatives de contourner le blocus. La réponse arrive rapidement, le 6 mai. L'Iran n'a pas retenu la leçon. Depuis la neutralisation du Tuskar, plusieurs autres soi-disant briseurs de blocus ont été repérés et arrêtés. L'Iran a même eu recours à des tactiques de pétroliers fantômes, déployant des cargos avec des transpondeurs désactivés et des noms masqués, espérant ainsi pouvoir passer inaperçus. Mais les États-Unis surveillant toujours, dans les airs comme en mer, leurs forces gardent un œil sur chaque navire traversant le détroit d'Ormuz. Ils identifient minutieusement chaque navire, vérifiant son historique, sa propriété, ses pavillons et d'autres détails pour déterminer d'où il vient et où il se dirige. Et ils viennent tout juste de voir un autre navire iranien tenter de passer en douce le blocus. Cette fois, il s'agit du MT Hasna, un énorme pétrolier brut de plus de 300 mètres de long. Elle navigue vers un autre port iranien dans le golfe d'Oman par les eaux internationales. Les Américains maîtrisent désormais la routine. Un navire part intercepter le Hasna et un premier avertissement est donné. Le navire est informé, sans aucune ambiguïté, qu'il viole le blocus et doit changer de cap ou en subir les conséquences. Tout comme le Tuskar, le Hasna refuse. D'autres avertissements sont lancés, mais eux aussi n'ont pas l'effet escompté. Le Hasna maintient son cap, se rapprochant toujours plus de son port de destination. Encore une fois, les États-Unis n'ont pas d'autre choix. Un FA-18 Super Hornet de la marine américaine décolle du porte-avions USS Abraham Lincoln et fonce vers le pétrolier iranien. Le pilote reçoit l'ordre de neutraliser le navire, mais il ne vise pas la salle des machines, comme sur le Tuskar. Il vise plutôt une cible plus petite, le gouvernail derrière l'hélice du pétrolier. Réaliser ce type de tir requiert une habileté exceptionnelle, mais les États-Unis possèdent parmi les meilleurs pilotes du monde, formés par certains des programmes d'entraînement les plus intensifs. En arrivant sous l'angle parfait, en ajustant son tir au millimètre. Le pilote appuie sur la gâchette du canon M61 A2 Vulcan de 20 mm de son Super Hornet, tirant plusieurs rafales directement dans le gouvernail, le neutralisant instantanément. Le Hasna n'a pas perdu de puissance. Son moteur et ses principaux composants étaient intacts, et son capitaine ainsi que l'équipage étaient aussi indemnes. Le gouvernail inutilisable rendait le navire hors service. Détruire un gouvernail sur un pétrolier de 300 mètres crée un énorme danger de dérive, car sans lui,
le pétrolier devient un immense missile incontrôlé, risquant de dériver dangereusement vers le trafic commercial environnant, ou de s'échouer. Le Centecom devait pouvoir neutraliser un navire de l'intérieur pour le forcer à jeter l'ancre sur place. Ce qui nous ramène au 8 mai, le MTC Star 3 et le MTC Sevda continuent de suivre leur trajectoire à travers le golfe d'Oman, en zoomant sur un port iranien à proximité, là-haut, voyageant à des centaines de kilomètres à l'heure. Le FFA-18 Super Hornet se rapproche. Lui aussi se prépare à lancer une autre frappe de précision stupéfiante. Ni sur le gouvernail, ni dans la salle des machines, mais dans la cheminée. Ces structures imposantes dépassent du sommet de ces navires. Mais si vous regardiez à l'intérieur, vous verriez jusqu'au moteur en bas, car la cheminée n'est techniquement guère plus qu'un énorme tuyau d'échappement vertical. Si vous pouviez laisser tomber une bombe dans ce tuyau, elle tomberait jusqu'au moteur, détruisant des composants internes importants comme les soupapes d'échappement et les cylindres, sans avoir à endommager la coque du navire. Les moteurs maritimes modernes sont extrêmement sensibles à tout changement soudain de pression, et cet impact déclencherait instantanément les protocoles d'arrêt d'urgence du navire, arrêtant le bateau de façon spectaculaire. Pour réussir une attaque de ce genre, vous ne pouvez pas compter sur n'importe quelle vieille bombe, il vous en faut une équipée de certaines des meilleures technologies de guidage au monde. C'est exactement ce dont dispose le Frelon. Il est équipé de GBU-54 Laser JDAMS. A l'origine, il s'agissait de bombes de 500 livres non guidées, sans aucun système de guidage, ce qui signifiait que les pilotes devaient larguer leurs bombes au moment exact pour avoir ne serait-ce qu'un mince espoir d'atteindre leur cible. Grâce au Kit Joint Direct Attack Munitions, ces bombes deviennent similaires à des missiles, utilisant GPS et navigation inertielle pour atteindre leur cible, avec une précision quasi parfaite et des marges d'erreur minimes. L'ajout du guidage laser améliore encore leur précision, leur permettant de frapper des cibles mobiles avec une fiabilité remarquable. En alignant le tir, le pilote du Super Hornet appuie sur le bouton, la bombe est larguée, et les systèmes de navigation interne de la GBU prennent le relais, guidant l'explosif vers sa cible. Si la bombe rate sa cible de quelques centimètres, elle peut toucher la superstructure ou le pont du navire, causant potentiellement des centaines de victimes. Mais cela n'arrive pas. La bombe va exactement là où elle est censée aller, directement dans la cheminée. L'onde de choc, confinée par le tuyau en acier, ne peut aller que vers le bas. 227 kg d'explosifs explosent dans un moteur diesel marin grand comme un immeuble de 3 étages, projetant des éclats de métal qui endommagent turbocompresseurs, arbres de transmission, joints. Les moteurs principaux s'arrêtent, l'hélice cesse, et le navire sombre dans le noir. Quelques minutes seulement après que le premier navire iranien a été neutralisé, le second subit exactement le même sort. Encore une fois, un Super Hornet lance une arme guidée par laser. Elle se dirige vers sa cible, la cheminée, et fonce directement à l'intérieur de l'ouverture, détruisant les systèmes de propulsion du navire de l'intérieur. Il y a quelques minutes, ces deux navires naviguaient lentement mais inexorablement vers leur destination, en violation flagrante du blocus américain. Des panaches de fumée s'élèvent alors que leurs moteurs tombent en panne et que les équipages rejoignent les canaux de sauvetage. Les deux navires sont immobilisés, mais point crucial, ils flottent toujours. Cela signifie pas de pertes humaines inutiles, pas de crise humanitaire, pas de marée noire massive ou de catastrophes écologiques à craindre, et c'est tout l'objectif de la frappe Smokestack. La marine américaine ne cherche pas seulement à montrer sa précision, ses armes ou la formation de ses pilotes. C'est l'expression ultime de l'application d'un blocus maritime, la frappe parfaitement précise et instantanément paralysante qui peut mettre à genoux des pétroliers et des cargos, sans avoir besoin de verser le sang ou de recourir à la brutalité. À la mi-mai 2026, le CENTCOM rapporte que les interceptions et frappes de précision du blocus ont permis d'empêcher plus de 70 pétroliers d'entrer ou de sortir des ports iraniens. Ces mêmes navires ont la capacité de transporter plus de 166 millions de barils de pétrole, d'une valeur estimée à 13 milliards de dollars. La marine américaine a neutralisé cette flotte avec des avions de chasse de 60 millions de dollars. Mais que faire sans marine ? Lorsque Vladimir Poutine a frappé sa flotte fantôme de 8 milliards de dollars, l'Ukraine n'a pas utilisé de jet. Ils ont utilisé un jouet à 20 000 dollars. Découvrez comment ils ont réussi en cliquant sur la vidéo ci-dessous et rendez-vous au prochain épisode de The Battlefield Show.